Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal rétrospectif de ce dimanche 1er juillet 2018, journal que nous avons ce soir en tout cas le privilège de vous présenter. Ce soir, nous recevons pour vous Gabriel Mokia, président national d'AMDECO. Voilà, une fois de plus, avec lui ce soir en tout cas, nous allons analyser les questions d'actualité diffusées durant la semaine sur Canal Kin Télévision. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le Voilà, on se retrouve encore aujourd'hui. Merci. Toujours, c'est votre travail. En tout cas, merci. La SENCO a rendu publique sa position consistant de voir s'organiser les élections le 31 décembre 2018 selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, tout en évoquant aussi la disposition constitutionnelle sur le mandat du président de la République, 5 ans, une fois renouvelable. Suivant ce reportage de Jacques Kalonji. Les évêques de la République démocratique du Congo sont préoccupés par les incertitudes qui planent sur le pays. À 6 mois de la tenue des élections, le climat sociopolitique reste tendu. La situation sécuritaire et humanitaire précaire, les droits de l'homme bafoués. L'organisation de bonnes élections est la voie de sortie des crises selon la SENCO. Les princes de l'église de la RDC tiennent à la date du 23 décembre et non plus au-delà. Pour être crédibles, les élections doivent être conformes à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre, capables de garantir l'alternance. À ce sujet, il convient de rappeler l'accord du 31 décembre 2016 qui, conformément à la Constitution à son article 70, stipule: le président de la République est élu au suffrage universel et direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il s'ensuit que tout président ayant épuisé le 2e mandat ne peut plus en briguer un 3e. C'est le cas de l'actuel président de la République. Les évêques militent pour les élections que le peuple veut. La République démocratique du Congo a besoin de l'alternance, d'un nouveau leadership et d'une nouvelle classe politique qui place les intérêts des Congolais au centre de toutes les préoccupations politiques. Pour y parvenir, il faut avoir aux commandes de l'État des hommes et des femmes compétents et intègres qui aiment réellement le pays. Une voix de l'Église qui retentit à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce 30 juin. Voilà, Gabriel Mokia, vous aviez suivi les 3 reportages. Le premier, c'est en rapport avec la SENCO, qui a organisé un point de presse. Il revient sur le respect des dispositions de l'accord. Et entre autres ici, le mandat, qui doit être respecté selon l'esprit de la Constitution. 2 fois seulement, donc 5 ans une fois, 5 ans une fois renouvelable. Alors maintenant, comment vous avez apprécié, selon vous, le point de vue de la SENCO à ce jour? Bon, le mandat est déjà violé. 5 ans renouvelable une fois. On a déjà renouvelé une fois, on a encore renouvelé 2 fois. Ça fait 4 fois. Non, mais avec les accords, avec les accords. Nous sommes régis maintenant par des accords parce que la Constitution n'existe plus. Un cas exceptionnel par la non-organisation des élections. Bon, moi je crois que je ne peux pas contester si on ne peut pas organiser les élections, mais à condition que la configuration du pays change quand même en ce qui concerne les animateurs de notre gouvernement. Parce que, vous savez, quand on est échoué, on ne peut pas toujours persister à faire souffrir. Quand vous vous promenez dans la ville de Kinshasa, c'est pénible, vous sentez la misère. Et il faut les élections pour changer ces animateurs. Alors, il faut les élections. Maintenant, les gens doivent être justes. Se conformer à l'ancienne constitution, comme il l'a dit, et en plus, organiser les élections correctes pour que tout le monde puisse se faire confiance et y prendre part. Mais avant les élections, il y a des contestations. Corriger ceci ou refuse, corriger ceci. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui cache la forêt. Voilà, maintenant, tout le monde conteste. Tout le monde conteste. Vous suivez le point de vue de l'opposition. Si la CENI ne répond pas aux désidérata de l'opposition sur la question de la machine à voter, sur la question du fichier électoral, alors nous risquerons de boycotter. La CENI ne fera rien. C'est votre position aussi? La CENI ne fera rien, mais
la CENI pousse l'opposition à boycotter. Elle peut organiser des élections sans opposition, c'est ça? C'est possible? Mais je ne sais pas. On peut toujours organiser. Il y a que les PPR de la majorité. D'un côté, les PPR de la majorité. Comme ça, il faut choisir qui sera chef de l'État à ce moment. L'opposition sera à l'écart de tout ça. Mais j'ai vu aussi la CNSA. Vous avez suivi ça? L'Engankoï qui a échangé avec le Premier ministre. Oui. Mais je ne refuse pas. On doit faire sortir les prisonniers politiques. Mais il y a beaucoup de choses ici qu'ils ne traitent pas. Ils traitent que le problème des prisonniers politiques. Il faut qu'ils traitent aussi nos biens, nos droits qui ne sont pas respectés. Oui, mais prisonniers quand politiques, vous écrivez à la CNSA ne répond rien, ne répond pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des intellectuels à la CNSA. Ce n'est pas au président de la CNSA de prendre un bic pour pouvoir rédiger. C'est au conseiller qui sont à la CNSA de rédiger et lui signe. Mais nous avons aussi nos droits qui ne sont pas respectés. Quoi, par exemple? Bon, on a beaucoup de droits. Parce que le CNSA vous a défié sur la question de la machine à voter. Il dit, si vous estimez qu'il y a des éléments qui peuvent justifier plutôt le refus de la machine à voter, il vous accorde 48 heures, vous remettez maintenant au CNSA. Non, il ne peut pas prendre les gens à pied levé comme ça. Il sait ce que les gens disent. Il y a un politicien qui vient de dire il faut la révision des fichiers électoraux. Est-ce que ça, ce n'est pas connu? Et même la CNSA, quand nous étions ensemble avec dans la dynamique de l'opposition, c'est ce que nous avons discuté. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas poser des conditions à 48 heures. À 48 heures, rien ne peut se faire. Et les opposants ne vont pas répondre à ça. C'est-à-dire qu'on connaît. On connaît l'arbre passé fruit. Nous savons qu'il y a quelque chose, il y a l'ambiguïté dans le traitement de tout ça. À qui incombait la faute de Gabriel Mokia? Parce que vous l'avez dit. Non, c'est la faute. Non, que je vous pose la question. Hier, ils étaient à l'opposition. Ils critiquaient comme vous le faites, et ils voyaient tout noir du côté de la CENI. Aujourd'hui, ils ne voient pas les choses de cette façon. Mais à qui la faute est lorsque les choses ne Non, c'est ça qu'on appelle naïveté. Moi, le jour que je serai aux affaires, vous allez comprendre ma gestion. Je serai toujours du côté du peuple. Je serai toujours du côté de la raison. Quand il y a des revendications, je vais appeler les gens. Vous revendiquez quoi? On va discuter. Il faut qu'on trouve une solution. Mais ici, nous sommes restés toujours dans nos gardes en train de revendiquer telle et telle chose, telle que nous étions ensemble avec les animateurs de la CNSA parce qu'on était tous ensemble. Et nous connaissons nos revendications. Mais pourquoi se soustraire de ces revendications et donner maintenant des ultimatums 2 jours ou 3 jours? Voilà. Non, ce n'est pas possible. Dépôt de candidature déjà. Vous aviez posé l'acte au nom de votre parti. Je n'ai pas encore posé l'acte. Je n'ai pas encore posé l'acte quoi? parce qu'il y a encore de bouillabaisse là-dedans. Il y en a qui discutent pour les problèmes de l'ancien dépôt de candidature, des noms provinciaux qui avaient payé. Mais là aussi, ce n'est pas clair. La restitution d'argent. Là, ce n'est pas clair. Maintenant, parce que la CENI se justifie, non? L'argent n'était pas entré dans les caisses de la CENI, mais dans les caisses du gouvernement. Que le gouvernement restitue l'argent. Le gouvernement ne va pas restituer parce qu'on n'a pas versé l'argent auprès du gouvernement. On a versé l'argent sur la comptabilité de la CENI, mais c'est la CENI qui versait maintenant cet argent au niveau des caisses de l'État. Donc, il y a un désordre, de cacophonie dans la gestion des élections de notre pays. J'ai pitié. Merci. J'ai pitié, messieurs les journalistes, amplifiez pour que les choses changent. Merci beaucoup. Après l'allocution du chef de l'État à la date du 30 juin, les avis de la population sont partagés. Si les uns peuvent apprécier ou féliciter le chef de l'État, les autres, par contre, n'ont rien compris. Suivant ces Congolais, avec Mariam Bongo. J'ai suivi avec une attention particulière le discours du chef, le chef de l'État, le guide de notre révolution, le président national de notre parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange. J'ai été 1000 fois heureux de comprendre encore une fois, le chef a expliqué au peuple congolais que le bonheur, notre bonheur, nous, peuple congolais, ne peut venir d'ailleurs, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le bonheur du peuple congolais ne peut être fait que par nous-mêmes, Congolais. Il y a des vendeurs de vent, des illusions, qui essaient de faire croire au peuple congolais que certaines personnes, que je ne citerai pas de nom pour ne pas leur faire la publicité, peuvent, d'un coup de claque magique, changer le destin du peuple congolais. Non, impossible.
Bon, je n'ai pas compris son message. Je n'ai pas eu la maîtrise. J'ai écouté, mais je n'ai pas compris. En tant que vrai leader, je n'ai rien compris. Vous attendiez à quoi? Je m'attendais à ce qu'ils puissent libérer quand même les amis qui sont en prison pour qu'ils puissent prendre part à ces élections. Je m'attendais à ce qu'ils puissent augmenter ne fût-ce que les salaires des fonctionnaires agents de l'État militaire, ce qui n'était pas le cas. Je m'attendais à ce qu'il allait donner des instructions précises au président, au Premier ministre de pouvoir réparer ne fût-ce que les centres-villes. Mais j'ai compris directement que lui, il n'a rien fait pour notre peuple. Donc c'est passé comme ça. Bon, ce n'est pas de sa faute. Hein. On est habitué à ce genre de choses. Donc il n'y a eu rien et je ne peux pas tellement trop commenter parce que moi-même je n'avais rien compris. À la date du 30 juin, les jeunes Congolais surnommés jeunes compatriotes ont été au siège de l'ambassade de la Belgique exiger la restitution du reste du corps du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Ils sont allés trop loin jusqu'à brûler le drapeau du Royaume de la Belgique devant caméra. Jules Boulembi, reportage. Ils étaient environ une centaine venus manifester devant l'ambassade de la Belgique en République démocratique du Congo. Le but de leurs revendications est de faire un maximum de pression au Royaume de Belgique pour restituer le reste de la dépouille du héros de l'indépendance congolaise Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons assassinés le 17 janvier 1961. Ils avaient fixé une date à la Belgique le 30 juin 2018. Arrivés ce matin devant l'ambassade belge, ils se verront interpellés par les éléments de la police. Par solidarité à leurs camarades interpellés, les autres prennent d'assaut le véhicule de la police pour une destination inconnue. Si elle ne sera pas en fait qui n'a pas encore restitué le corps de nos trois héros, nous allons brûler ce drapeau ici pour qu'il y ait la paix entre nous et la Belgique et qu'il nous restitue le corps de nos trois héros. C'est ça le gage de la paix dans notre pays avec la Belgique. Le corps de Lumumba ou rien. La Belgique assassine, nous voulons le corps. Ces jeunes patriotes ont brûlé les drapeaux de la Belgique et de l'Union européenne malgré les tirs de la police. Lissanga Lumumba ne désarme pas face à ces intimidations policières et promet revenir ce lundi 2 juillet 2018 pour une autre manifestation. Voilà, Gabriel Mokia, à quel niveau la République démocratique du Congo est arrivée avec le royaume de la Belgique. Les jeunes qui se disent compatriotes sont partis jusqu'à l'ambassade de la Belgique réclamer le reste du corps de Lumumba et jusqu'à brûler le drapeau, le symbole de la Belgique devant caméra en public. Alors, quand vous voyez ces images, à ce niveau où nous sommes arrivés, Gabriel Mokia, ça vous dit quoi? Je leur donne droit, plutôt raison. Parce que ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est de la démocratie d'abord. Israël et Palestine, il y a toujours ce genre de jeux. On doit brûler les drapeaux ici, on va brûler les drapeaux ici. Au Moyen-Orient, moindre erreur, on va brûler les drapeaux de votre pays si vous avez tort. La Belgique a tort parce que ces jeunes gens aiment les restes de Lumumba. Bon, on avait dit qu'on avait mis ça dans l'acide. Il y a une dent qui est gardée quelque part. Bon, c'était un message. C'est pour que la vérité puisse... qu'on repart ne fût-ce que l'acte. Il faut qu'il y ait la vérité à ce qui concerne l'assassinat de Lumumba. Nous étions des petits, vers les années 60, j'avais à peu près 3 ou 4 ans, mais imaginez-vous que j'avais attendu tout Lumumba, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu l'histoire de Lumumba, tué de la façon que vous connaissez, alors, si les jeunes gens d'aujourd'hui se réveillent maintenant pour protester et pour voir clair, beaucoup d'entre eux n'étaient pas Parce qu'ils ne sont pas instrumentalisés quelque part. Non, ils ne sont pas instrumentalisés. Mais écoutez, on arrête le mot qui aujourd'hui. Tu vois 10 000 personnes qui descendent dans la rue pour protester contre son arrestation. Est-ce que ce sont des gens... Parce qu'on les sent simplement au moment où nous avons des conflits avec la Belgique et on sent que... Bon, je ne crois pas... Il y a une main noire. Les conflits avec la Belgique, je n'ai jamais compris. Moi, je vous ai dit que si moi, le peuple me fait confiance, je suis au sommet du pays, je vais réparer les relations entre la Belgique et le Congo. Parce que vous ne pouvez pas aussi tout faire ici sans que la présence de la Belgique. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous ces grands pays, même la Russie, entrent au Congo
par la porte de la Belgique. Tous ceux qui veulent faire ici, ils posent toujours les questions à la Belgique. Mais si nous sommes avec la Belgique, avec des relations beaucoup plus agitées, ce n'est pas aussi correct. Je sais les fautes du passé, mais notre génération aussi peut réparer. Merci. La question du commerce illicite des armes légères a fait l'objet d'une conférence par l'ONU où la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, en sa qualité de la présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a présenté le rôle du parlementaire. Suivant. Focus in it because the point 16 is very, very important and it's the way. C'est un grand rendez-vous de débat et de partage sur l'épineuse question de la circulation frauduleuse des armes légères dans le monde. Cette problématique était justement au cœur de cette troisième conférence des Nations Unies sur la revue de la mise en œuvre du programme d'action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et les petits calibres dans tous ses aspects. Les participants à ces assises qui se sont déroulées au siège de l'ONU à New York le 25 juin 2018 dernier ont tous, de façon unanime, planché sur la nécessité et l'urgence de mettre rapidement un terme au commerce illicite des armes légères et les petits calibres au monde. Ainsi, dans son intervention du haut de cette tribune, l'honorable Ebazeba Massoudi, présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, en sa qualité de panéliste, a présenté le rôle des parlementaires dans la lutte contre ces fléaux et les stratégies pour atteindre notamment le 16e objectif du développement durable et la ratification du traité sur le commerce des armes. Il faut noter que la France, qui assure la présidence du groupe de travail sur le commerce illicite des armes légères et petits calibres, a également dirigé les travaux de cette troisième conférence. Ebazé Massoudi a aussi mis à profit son séjour américain pour rencontrer, le mardi 26 juin 2018, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintenir de paix et sécurité, la situation sécuritaire en RDC essentiellement en période électorale a figuré au menu des échanges entre ces deux personnalités. Après la libération de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, les adhésions au mouvement de libération du Congo se font collectivement contre toute attente. Mariam Bongo, reportage. Ils étaient très nombreux à venir s'adhérer à la structure Avenir Bemba. Tous ont tenu à porter leur contribution au sein de cette structure chère à Jean-Pierre Bemba. Le coordonnateur de la cérémonie Mbozi Wambozi a émis le vœu de voir d'autres jeunes venir s'adhérer massivement. Par la même occasion, après identification, des cartes ont été remises à ces nouveaux membres qui, très émus, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Le MLC, c'est un parti qui est là pour le développement de la RDC. Quant à moi, je trouve que si je ne soutiens pas le MLC, c'est-à-dire je suis inutile ici dans ces pays. Non, ma motivation est que j'aime soutenir les idéaux des MLC, s'adhérer et être partisan. Comme Jean-Pierre Bemba s'est sacrifié, nous aussi nous devons nous sacrifier pour la RDC en plus. Fier aussi de cette adhésion, Mbozi Wambozi, porte-parole du MLC, a aussi félicité ses nouveaux adhérents. Le MLC est une grande machine. Ici, vous avez en présence des jeunes garçons et des jeunes filles, tous époustouflés par l'action politique de Jean-Pierre Bemba. Et tous se disent, ils veulent être comme lui. Ils veulent faire preuve du patriotisme comme lui. Et donc, ils viennent rentrer à l'école de Jean-Pierre Bemba. Ils veulent servir leur pays tel que Bemba l'a fait, par des sacrifices et l'abnégation. Aujourd'hui, donc, ça fait presque 1 année et demie que ce groupe existe. Il y a eu plusieurs fois des adhésions, mais on a estimé que cette fois-ci, l'on devait faire ça d'une façon assez solennelle. Tout est bien qui finit bien. Ceci n'est qu'une première partie, car au dire de ses adhérents, beaucoup d'autres personnes vont venir à travers toute la République.
Gabriel Mokia, là, nous étions en train de suivre le procès Moïse Katumbi, mais vous également, parce que là, c'est la Cour suprême de justice. Vous aussi, vous étiez à la Cour suprême de justice pas longtemps, vous avez donné raison, mais il semblerait que l'application de la décision ou des décisions de la Cour suprême de justice pose des problèmes sur le terrain. Qu'est-ce que vous aviez vécu? Qu'est-ce que vous aviez vu? Qu'est-ce qui se passe pour que l'opposition comprenne? Vous savez, quand j'étais en prison, moi j'ai fait des tours en prison. Beaucoup de gens m'accusaient auprès du président de la République face au chef de l'État. Parce qu'ils avaient leur profit pour mes immeubles et pour mon argent. Ils ont tripoté ce qu'ils ont tripoté. Maintenant que je suis sorti de la prison, on a fait des négociations de Mongalema, on a fait ce qu'on a fait, ceux qui étaient là, bon, tous. La décision est sortie, on va restituer à mon cas son argent. Mais dans l'entêtat, la Cour suprême qui était saisie pendant 16 ans, et les histoires, on m'a arraché les biens pendant au moins 22 ans. Mais 16 ans durant, on était à la Cour suprême de justice. Mais pendant que nous étions à la Cour, l'affaire était pendante à la Cour suprême de justice, les ministères de l'urbanisme et habitat et consorts, ils ont vendu mes immeubles. Pendant que Joseph Kokonyang, c'est lui? Lui avec le secrétaire général, ils ont vendu mes immeubles. Ils ont pris l'immeuble de l'IAC ici, ils ont vendu ça. Il y a eu trop de ventes. Ils ont vendu à celui-ci, aux Israéliens, on a vendu jusqu'à l'année passée, au mois de juillet, on a revendu l'immeuble à un certain M. Choukla, qui était mon locataire à l'époque, pendant la Deuxième République, dans cet immeuble. Bon, maintenant, la Cour suprême a rendu son arrêt, a cassé l'arrêt 19 RCA 19675 qui avait donné l'occasion à ces gens-là de vendre les immeubles. Il faudrait qu'on précise un aspect. Les décisions de la Cour suprême de justice sont exécutoires. Au nom du chef de l'État. D'accord. Alors, maintenant qu'on a vendu et la Cour suprême est saisie, 16 ans ou 17 ans après, a cassé l'arrêt de la Cour suprême. La pire des gens qui ont tout acheté, ils sont tombés dans la maison, l'immeuble en étage qu'ils avaient acheté. Tout tombe. Et la décision du premier juge du tribunal de grande instance est revenue en vedette, en musique, en application, hein, et puis pour exécuter et déguerpir toute personne qui avait acheté. Qu'est-ce qui se passe maintenant alors? Ce qui se passe maintenant, on nous a installés dans des maisons. L'autre vers la Cour suprême, l'autre ici à l'IAC. Et l'IAC dit, donnez-moi 2 semaines, comme ça je vais examiner si je peux rester comme locataire ou bien si je peux partir. Mais on se retrouve le mardi, le 27. Nous sommes arrivés le mardi, le 27. Les messieurs là qui avaient acheté l'immeuble, avec des soucis au fond de son cœur de voir que je suis revenu dans mes droits parce qu'il était mon locataire, il appelle la police. La police arrive sans mandat, sans bulletin de service. Et lui, moyen-âge, je crois peut-être, il a été lors de notre police de commencer à taper. Ils ont déchiré les habits de mon fils, mon deuxième enfant. On lui a arraché ces $50 qui étaient à poche. On a arraché les biens, les téléphones de mes gardes de corps. J'ai demandé à mes gardes de corps de ne pas réagir. On dit qu'on nous appelle le général de la ville. On est parti là-bas, on est resté jusqu'à le soir. Mais on a mis quand même ces 2 policiers dans les cachots. Je crois qu'ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous sommes réinstallés parce qu'on était là avant, on nous a réinstallés. Maintenant, l'exécution d'une décision de justice pose des problèmes. Et maintenant, vous êtes à quel niveau avec... Nous sommes à quel niveau? Nous avons déposé plainte auprès du procureur général, auprès du procureur, pour pouvoir convoquer ces gens-là qui viennent se justifier. Mais pourquoi vous ne demandez pas qu'on parte vous installer, vous, parce que vous êtes propriétaire? On nous a déjà installés. Non, parce que maintenant il y a résistance, qu'on vous donne des éléments. On nous a déjà installés, on a le procès verbal d'installation signé par l'IAC et tout le monde. Maintenant, pour aller entrer dans mon bureau, maintenant on fait sortir le bureau. Kokonyang qui passe dans les médias. Maintenant, les décisions, lui il dit que le président de la République c'est son oncle. Mais son oncle, on a exécuté les décisions à son nom, le chef de l'État. Pourquoi il ne respecte pas le chef de l'État? C'est des influences inutiles, Gabriel Mokia. Il a des influences inutiles. Et puis, le problème, c'est quoi? Comme ils avaient vendu ces maisons-là, à 4 millions, ou à 3 millions de dollars, ou à 2 millions, mais ils ont versé dans les caisses de l'État à peu près 800 000 $. Comme ça, les acheteurs de faux pression, à Kokonyang et Kosor, rembourser notre argent. Il dit non, ne quittez pas les lieux, moi qui a c'est qui. Voilà là où nous sommes. Mais je vais voir demain comment
La justice va pouvoir se comporter, ou on va signer une réquisition des forces de l'ordre, comme on a signé. Mais dans l'autre maison, le problème se pose pas. Non, il y a seulement dans une maison où le problème ne se pose pas. Maintenant, chez Ngoï Kassanji, là-bas, le gouverneur d'Abak Satra qui habite chez moi, on a signé la réquisition. Tout le monde a signé, les procureurs a signé. Pour aller exécuter, on va à la police, on arrache les dossiers. Oh non, on va à l'inspection générale des polices judiciaires pour examiner. On va examiner. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Article 29 de la procédure devant cette Cour. Mais imaginez-vous, on a arrêté les opposants qui sont en prison. La décision exécutée par, au nom du chef de l'État, non, mes collègues opposants sont en prison. Moi-même, je suis sorti de la prison. Par même une décision de la justice exécutée au nom du chef de l'État. Maintenant, moi, j'exécute maintenant les décisions au nom du chef de l'État. On fait sortir les biceps, on humilie le chef de l'État. Bon, je ne sais pas, monsieur les journalistes. C'est votre dossier. Vous pouvez maintenant amplifier, vous, le journaliste. Merci beaucoup, parce que c'est inconcevable. Voilà, nous irons rapidement, Gabriel Mokia. D'abord, la question de la clôture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez suivi son président se réjouir, dire que le travail a été bien fait pendant cette session. Qu'est-ce que nous, peuple, nous, population, nous pouvons retenir du travail des députés provinciaux? Rien du tout. Comment ça? Je ne sais même pas s'ils existent. Quand je vois la plaire, quand je vois la ville de Kinshasa, ça dit que les députés provinciaux n'existent pas. Donc ça c'est une aventure. Se réjouir, c'est pas pour se réjouir. Ce sont tous nos amis. Mais le travail qu'ils font, c'est comme un travail de diable. Parce que comment la ville est trop noire, comment la ville est très poussiéreuse, et comment la ville n'a pas de route. Les espaces, ça n'existe pas. Rien. Il ferait quoi? Interpeller les ministres provinciaux? Même si on peut l'interpeller. Et faire quoi? Même si on peut l'interpeller, ça serait que des scénarios. La conscience de tout le monde. Je suis né dans cette ville, ou je suis atterri dans cette ville, je dois embellir la ville. Voilà la conscience. Quand vous prenez l'avenue Kassavou, prenez d'abord boulevard le 30 juin, entrez avenue Kassavou pour aller sortir vers le grand marché. Mais c'est l'hécatombe. Est-ce que là, il faut interpeller quelqu'un? Ou bien il y a le gouverneur de la ville, il y a les autorités de la ville qui voient et qui défilent là-bas chaque jour. Merci. Alors, mais quand vous prenez l'avenue du commerce, et tas d'autres l'avenue du Haut-Zaïre, ce quoi là, tout ça. Mais quand vous négligez, vous maintenant vous jetez des éloges vous-même. L'avenue Bokassa qui n'existe plus. Alors maintenant... revenons à l'avenue Bokassa. Est-ce que qui a disparu de la carte de la ville? Tous les gouverneurs, on a grandi avec. Il était président de Vita Club, non? Quand il venait dans une bac qui était vers l'hôtel de ville, on se croisait avec lui. C'est l'avenir que nous prenions tous. Mais c'est les journalistes. J'ai fait qu'essuyer des larmes. Merci. Alors maintenant, vous avez suivi aussi le conseil, l'exécutif provincial s'est réuni et apprécié l'opération de contrôle des taxis, et bientôt ces taxis-bus et les motos. Maintenant, les taxis ont une seule couleur, la couleur jaune maintenant, c'est la beauté de la ville. La ville a perdu sa beauté, les trous et les motos. Je ne refuse pas, parce qu'il faut dire, oh non, s'il n'y a pas de motos ici dans la ville, est-ce que vous allez nourrir ces gens? Oui, mais prenez maintenant avenue à Sosa, croisement avenue à Sosa et Victoire. Et prenez l'avenue Victoire à partir de Sosa pour arriver sur rond-point Victoire et Kassavou. Vous ne serez pas roulé? Vous pouvez rouler. Moi, un matin, je suis allé prendre un colis quelque part. J'ai fait une erreur de passer dans cette avenue. La façon dont j'ai vu les motos, moi je suis un bon chauffeur depuis 1978. Mais j'ai commencé à trembler. Je suis sorti de là pour aller garer quelque part pour voir comment la circulation. Est-ce qu'on peut permettre, dans quel pays on peut permettre des motos comme ça? Très bien. Alors parlons de, non, c'est pas possible. De la suppression de l'examen d'État, la proposition du ministre. Non, là, ça c'est une aventure. Nous sommes tous passés par là, même lui-même. On va faire ces opérations. Donc le problème c'est au niveau de la formation. Mais la formation, payez bien les professeurs et les moniteurs. Et puis organisez bien, mettez la sécurité. Les petites filles ne peuvent pas entrer dans des hôtels avec des tenues, des uniformes et autres. Mettez l'ordre dans l'enseignement. Mais il faut qu'il y ait l'examen d'État pour voir les capacités des enfants qui veulent aller atterrir à l'université. Mais si vous maintenant,
vous interdisez, vous venez des humanités directement, vous entrez, dès que vous avez réussi à l'examen, vous entrez à l'université. Ça sera débrouillé. Alors, Gabriel Mokia, nous sommes pratiquement à la fin. La question de l'assainissement, parce que vous étiez en train de parler de la ville, qu'est-ce qu'il faut encore pour que tout s'arrange, qu'on ait des avenues bien battues, qu'on ait la ville propre? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire? Non, il faut attendre notre avènement. Vous ne pouvez pas espérer aux gens qui ont fait une vingtaine d'années dans la gestion du Congo et de la ville de Kinshasa en particulier, et qui ont échoué, qui ont lamentablement échoué. L'avenue Bokassador, vous dites, qui faisait la fierté hier, est-ce que ces autorités ne passent pas? Ils ne voient pas. Maintenant, ils ont laissé l'ouverture des petites avenues qui reçoivent les bus, qui reçoivent les taxis, bus et les taxis. Donc maintenant, ça devient une honte pour nous qui habitons aux environs ici. C'est une honte. Donc attendez notre avènement, mon avènement, vous verrez clair pour cette vie. Parce que je n'ai rien à chercher. Je me suis déjà préparé pendant ma jeunesse. Si je viens gérer, c'est pour faire mieux, pour satisfaire ces peuples. Alors, quel message maintenant, parce que nous sommes à la fin, vous avez une question qui hante votre esprit en rapport avec la décision de la justice qui semble être bafouée jusqu'ici. Quel message à la Cour suprême de justice et à ceux-là qui continuent aujourd'hui à habiter vos maisons? La Cour suprême de justice n'a pas de faute pour mon dossier. La Cour a rendu. Vous savez que depuis ceux qui sont tentés d'écrire des lettres aux divisionnaires des services d'exécution, les acheteurs d'aujourd'hui, mais les divisionnaires n'étaient pas divisionnaires, il était un huissier de justice. Mais maintenant, on écrit des lettres pour les dossiers pendant 22 ans, que lui n'a pas la maîtrise. Même s'il peut avoir la maîtrise en lisant, mais il rigole parce que les éléments qui sont en train de soulever, et ils n'étaient pas partis au procès, entre autres les gens de l'IAC avec leurs avocats. Ils soulèvent des moyens, des arrêts de ma société, avec tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Tous ces moyens ont été soulevés par les avocats de l'IZB à l'époque, à la Cour suprême de justice, quand nous sommes partis à cassation. Tous ces moyens à bloc ont été considérés comme étant des moyens non fondés. Mais on ne peut plus y revenir si les moyens que la Cour considère comme étant des moyens superfétatoires. Dans l'arrêt des 7e feuillet, ce sont des moyens superfétatoires, moyens d'argent, moyens de ceci, moyens de ville, prix, tout ça, ce sont des moyens superfétatoires. Donc nous avons encore gagné avec la Cour suprême, mais c'est ce qu'on a voulu nous arracher auparavant. Merci. Maintenant, je termine en disant seulement au président de la République, les arrêts sont exécutés à votre nom. Faites la différence. Demandez à Koko Nyongi de ne pas empiéter votre pouvoir. Il est ministre, c'est vous qui le nommez. Mais vous nommez un ministre, il vient maintenant empiéter votre pouvoir, il commence à vous ridiculiser. Parce que nous prenons maintenant, chef de l'État, c'est-à-dire que c'est une farce. Merci. On a exécuté les arrêts à votre nom et maintenant il y a un ministre qui vient maintenant vous combattre. Merci. Et puis, je te dis, les étrangers qui vendent des meubles, comme il a dit, ils deviennent plus forts que les chefs de l'État, que la justice, le monde. Et ils commencent à manipuler la police. Merci, Gabriel Mokia. Non, les autorités de la police et vos deux pieds cités. Je vous ai très bien défendu, mais n'acceptez pas que les étrangers montent sur vos têtes avec leur argent. Merci, nous vous disons merci, Gabriel Mokia, pour avoir accepté à leur répondre à notre appel ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de notre journal rétrospectif ce dimanche 1er juillet 2018, journal que nous avons reçu pour vous, Gabriel Mokia, président national de MDECO. Et voilà, nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir et à la prochaine.